commencer avec Marie Mercabrin qui est juriste et Jean-Michel Denis qui est sociologue, qui vont nous faire chacun une présentation d'une vingtaine de minutes sur la notion de discrimination, ses apports et ses limites également, avec donc un point de vue plus de juriste et un autre de sociologue. Donc je m'appelle Jean-Michel Denis, donc moi je suis effectivement sociologue, sociologue des relations professionnelles, et c'est par ce biais que je me suis intéressé à la question de la discrimination. Donc je voudrais aussi bien sûr remercier l'Observatoire pour son invitation. Alors je voudrais juste souligner que ce que je vais dire là aujourd'hui résulte de travaux collectifs menés avec d'autres sur cette question. Je pense en particulier donc à une enquête qu'on a coordonnée à plusieurs avec Cécile Guillaume, Sophie Pochic et Vincent Arnaud-Chap sur la discrimination syndicale et la reconnaissance des parcours syndicaux, qui est une enquête que vous pouvez trouver si ça vous intéresse sur le site de l'IRES, et bien évidemment aux 2 numéros de Travail et Emploi que nous avons coordonnés avec Thomas Mossé sur la discrimination syndicale en France et à l'international. Alors, dans le cadre de ces travaux, justement, un des enjeux a été de développer une sorte de compréhension large et approfondie de l'ensemble des pratiques antisyndicales, dont la complexité, ou plutôt la diversité, plutôt, complexifie souvent la mesure et l'objectivation. Et donc, pour cela, il est nécessaire d'essayer d'appréhender les différentes catégories qui sont utilisées pour rendre compte de ces pratiques, dont bien évidemment celle de la discrimination. Alors, comme la plupart des phénomènes qui sont pris comme objet par les sciences sociales, les situations de discrimination peuvent être analysées de 2 manières. Elles peuvent être envisagées tout d'abord comme, j'allais dire, des réalités empiriquement saisissables, dont il convient de rendre compte. Par exemple, c'est ce qu'on fait lorsqu'on cherche à dresser un état des lieux des pratiques antisyndicales. Mais elles peuvent aussi être considérées comme des constructions sociales, politiques, juridiques, scientifiques, et la catégorisation dont elles font l'objet, là, du coup, devient moins neutre, moins unifiée. Alors, à titre d'exemple, j'ai été surpris lorsqu'on a commencé à recevoir l'ensemble des contributions pour le numéro de Travail et Emploi, et bien que les contributeurs anglo-saxons utilisaient, eux, largement dans leur texte, la catégorie d'antisyndicalisme, alors que ça n'était absolument pas le cas pour les Français. Alors, on a bien évidemment essayé de comprendre pourquoi, mais on peut donner un premier élément d'explication, c'est que la différence, c'est que l'activité syndicale en France bénéficie quand même, quoi qu'on en dise, d'une certaine protection juridique et institutionnelle, alors qu'aux États-Unis, l'empêchement syndical est non seulement monnaie courante, mais donne lieu, y compris jusqu'à des services économiques. En France, l'émergence sur un plan pratique comme théorique de la catégorie de la discrimination, et plus particulièrement de la discrimination syndicale, traduit une évolution dont la société, mais aussi les acteurs eux-mêmes, et les acteurs syndicaux aussi, considèrent la question des inégalités et celle du syndicalisme. Et donc, à partir de là, la question se pose de savoir comment on doit comprendre l'essor, le succès d'une catégorie comme celle de la discrimination, et celle de la discrimination syndicale, on va dire, à partir des années 2000, pour le dire vite. Alors, à première vue, on peut mettre ce succès, on peut considérer que ce succès est lié à 3 processus, entre guillemets. Le premier s'effectue sur le plan scientifique. Le fait de penser la discrimination, entendue là au sens large du terme, pas seulement la discrimination syndicale, comme le résultat d'une situation sociale, est plutôt d'origine états-unienne avant d'être française. C'est en partie paradoxal avec ce que je viens de dire un instant sur la situation syndicale aux États-Unis, mais pas totalement comme on va le voir. Progressivement, les sciences sociales ont ainsi contribué à donner une nouvelle signification donc, à la notion, en dévoilant de façon quasi ethnographique les mécanismes de production des inégalités, et cela pour certaines populations, en mettant en évidence les différentes statistiques systématiques en leur défaveur. Dans le contexte français, l'émergence de la discrimination dans le débat scientifique s'est notamment fait au cours des années 90, autour des populations immigrées ou ayant certaines origines ethno-communautaires. Et donc elle s'est accompagnée de la création d'enquêtes conduites sur des grands échantillons et qui ont entraîné un certain nombre de controverses sur le système statistique public qui, malgré tout, témoignent de l'importance commune aux sciences sociales et au droit des méthodes et instruments quantitatifs dans l'objectivation des situations de discrimination.
Quoi qu'il en soit, c'est à partir de là, me semble-t-il, qu'ont été constituées en partie les grandes méthodes statistiques qui ont été utilisées par les sciences sociales dans leur analyse de la discrimination et en particulier la discrimination syndicale. Alors, deux d'entre elles ont une forte parenté avec les systèmes de preuves retenus par les tribunaux. Je pense bien évidemment à la première, il en a déjà été question, à la méthode dite des panels, qui compare un groupe dont on suspecte qu'il est systématiquement désavantagé dans un domaine précis, par exemple l'évolution de carrière, avec une population semblable. C'est cette méthode qu'ont notamment utilisé Jérôme Bourdieu et Thomas Breda dans leur analyse de la discrimination syndicale à partir de la post-enquête-réponse lancée par la DARES. La deuxième méthode, qualifiée d'expérimentale, c'est celle du testing. Depuis la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances et la circulaire du 26 juin 2006 qui en précise les modalités d'application, cette méthode a une valeur juridique dans la mesure où toutes les personnes ou tous les profils utilisés lors de l'expérience ne sont pas fictifs. Enfin, troisième méthode, celle qui consiste à analyser les discriminations ressenties, et là, en partant de la parole des acteurs. Alors, ces méthodes qui existent ne sont quand même pas parfaites. Concernant la première, il s'avère notamment très complexe, souvent complexe, de définir un cercle d'égaux pour appliquer le principe de l'égalité de traitement à travail égal. Et cela, bien évidemment, à plus forte raison lorsque le travail du représentant du personnel occupe une part active de son activité. Pour ce qui est de la deuxième méthode, alors que l'on peut postuler qu'il existe une part assez importante et invisible de la discrimination syndicale qui s'exerce dès l'embauche, par l'éviction de candidats susceptibles de se syndiquer, ou avant même que le syndicat n'entre dans l'entreprise, aucune recherche n'a été menée en France ayant recours à l'expérience du testing. Les seules enquêtes que l'on dispose sont étrangères. Enfin, la dernière approche, par la voie subjective, si l'on peut dire, la seule qui permettrait d'avoir une appréhension un peu large du phénomène, est toujours suspectée de biais. Alors, préalablement, mais néanmoins à ces limites que je qualifierais de méthodologiques, même si elles ne sont pas que cela, il faut quand même aussi avoir en tête que dans le champ scientifique, et en particulier chez les économistes, le fait que le fait syndical puisse donner lieu à discrimination pose encore question. En effet, pour un certain nombre d'économistes, le critère syndical, comme l'engagement dans un parti politique, voire même la croyance en une religion, est un choix qui relève de la liberté personnelle et n'appelle, à ce titre, pas nécessairement une égalité de traitement, à l'inverse de critères tels que le sexe, l'âge, l'origine ou le handicap. Et donc il existe une certaine lecture économique qui exclut l'activité syndicale des motifs de discrimination à partir du moment où celle-ci indique une préférence, un rôle social qui n'est pas donné et ne résulte d'aucune contrainte. C'est ce qui nous a fait dire avec Thomas Amossé que visiblement la discrimination syndicale n'est pas une discrimination comme les autres. Alors, deuxième processus, sur le plan du droit. Bon, je ne suis pas juriste, donc je ne vais pas m'engager vraiment sur ce terrain-là. Néanmoins, quand même, pour ce qui relève du fait syndical, la protection de l'activité syndicale est bien antérieure à la construction d'un droit de la discrimination. La première s'inscrit en droite ligne du principe constitutionnel de la liberté syndicale édicté en 1946. Elle la précède même, puisque l'on trouve dès les accords de Matignon en 1936, un article qui stipule que les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à un syndicat pour arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline ou de congédiement. Ce n'est qu'à partir néanmoins des lois Auroux en 82 que les licenciements et les sanctions fondées sur l'activité syndicale vont entrer dans la liste des discriminations interdites. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'arsenal juridique de lutte contre les discriminations syndicales ne s'est pas construit en France en un seul tenant, entre guillemets, mais par étapes, avec la prise en compte du motif syndical dans la liste des discriminations lors de du Code pénal en 1994, mais surtout l'introduction en 2001 et 2008 de la notion de discrimination indirecte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est moins la construction syndicale que, à la limite, ce que l'on peut dire de cette appropriation par le droit de la discrimination syndicale. Et là, en l'occurrence, les tendances ne sont pas forcément faciles à interpréter. D'une part, si le contentieux juridique en la matière semble s'être effectivement développé depuis les premiers succès judiciaires
à la fin des années 90 avec, on va dire, l'affaire Peugeot-Sochaux, le volume des contentieux, 700 décisions en moyenne au niveau des prud'hommes, hein, selon Frédéric Guillaumard et Inès Mefta, reste quand même assez faible, ramené aux 767 000 représentants élus ou désignés. Donc la question se pose de savoir s'il n'y a pas déplacement de la qualification du litige en termes de discrimination hein, de la part des justiciables, et ça afin de maximiser les chances d'obtenir satisfaction. La question se pose de savoir si le contentieux est porté ailleurs que devant les prud'hommes. En tout cas, il ne l'est pas au niveau des défenseurs de droit, hein, puisque l'activité syndicale n'est que le 5e motif de réclamation et ne représente que 5,6% de celle-ci en 2015. Et donc il y a une sorte de contradiction là, hein, entre l'étendue des opinions et les attitudes potentiellement discriminatoires, et donc notamment sur le plan antisyndical, qui peuvent être énoncées ou qui peuvent être relevées dans certaines enquêtes, hein, et les pratiques qui peuvent être dénoncées juridiquement, ou au moins faire l'objet d'une réclamation officielle. Et cette situation a notamment amené la conseillère de la Cour de cassation, Laurence Pécaud-Rivolier, d'une part, a rappelé qu'il est particulièrement grave de discriminer une personne en raison de son investissement pour la collectivité des salariés, et d'autre part, a demandé à ce que les organisations syndicales, et non les seuls plaignants, puissent saisir le défenseur des droits afin de leur permettre de continuer à faire évoluer les perceptions. Alors, si le contentieux relatif à la discrimination syndicale est néanmoins en progression, comment l'interpréter ? Est-ce qu'il reflète une amélioration de la situation, c'est-à-dire une meilleure protection par le droit, un renforcement du cadre légal, une extension des moyens de la preuve et de reconnaissance des carrières syndicales, ainsi qu'une large prise de conscience du phénomène de la part des syndicalistes comme des employeurs? Ou est-ce qu'il témoigne plutôt d'un durcissement des rapports sociaux internes aux entreprises et d'une reconfiguration des modes de répression patronale? Voire même, est-ce qu'il représente un mixte des deux, hein, la prise de conscience du phénomène et le règlement judiciaire d'une partie des situations de discrimination syndicale, s'accompagnant d'une reconfiguration des stratégies de la part des employeurs pour freiner ou contenir l'action du même nom. Il est extrêmement difficile de trancher entre ces différentes interprétations. Ce que l'on peut dire par contre, c'est que l'évolution de la protection juridique à l'égard des syndicalistes et la place croissante que prend la notion de discrimination témoignent d'un certain nombre de changements. Et parmi eux, le fait que c'est moins l'action syndicale, fondée certes hein, sur l'activité militante individuelle, mais elle-même essentiellement collective, hein, comme l'a écrit Jean-Maurice Verdier, qui est ici défendue ou protégée que le syndicaliste lui-même. Autrement dit, pour reprendre encore une fois les propos de Frédéric Guillaumard et d'Inès Mefta, le législateur a fait le choix, à partir des années 80, d'inscrire ces règles dans le giron des droits de la personne. Alors, cette évolution se retrouve également, c'est ma troisième processus, du côté de l'acteur syndical. On peut effectivement considérer que la place croissante prise aujourd'hui par la catégorie de discrimination traduit également une mutation du syndicalisme et des syndicalistes. Car il y a vraiment une rupture hein, dans la manière dont sont portés ces dossiers de discrimination au sein du mouvement syndical, et il n'est pas faux de voir dans cette rupture une sorte de changement de paradigme. Alors comme tous les éléments un petit peu de cet ordre, cette rupture est le produit d'évolutions contradictoires qui sont à la fois, j'allais dire, autant subies qu'extérieures. Alors, parmi ces éléments extérieurs, il y a bien sûr l'individualisation et la juridicisation des relations sociales, dans et à l'extérieur des entreprises, l'affaiblissement des mobilisations collectives, l'instrumentalisation des arènes juridiques, par exemple par les mouvements sociaux, etc., etc. L'extension de la lutte contre les discriminations permise en particulier par le combat victorieux mené à Peugeot-Sochaux à partir des années 90 a ouvert la voie à une plus grande personnalisation des contentieux. C'est notamment ce qu'a montré l'historien Nicolas Hassfeld hein, à partir de ce conflit. C'est-à-dire que alors au-delà des situations personnelles, c'est la dynamique répressive dans sa dimension systématique qui est ici révélée, eh bien c'est au contraire la personnalisation de la lutte qui va permettre de remporter des victoires. Alors, trois éléments sont venus renforcer cette évolution. Tout d'abord, l'adoption de la notion de discrimination indirecte, hein, qui tend à accroître une lecture personnelle des règles de droit détachées de l'action collective.
Ensuite, l'utilisation des méthodes des panels, qui, en faisant principalement ressortir l'inégalité de traitement entre le syndicalisme et ses semblables, va occulter en partie le fondement de la discrimination syndicale, ou va peut-être la noyer dans l'action judiciaire. Enfin, la loi de 2008 va venir entériner ce changement en lui donnant une assise juridique, c'est-à-dire en prévoyant un dispositif institutionnel encadrant les carrières et des représentants du personnel. Cet ensemble de transformations indique un effacement partiel de la logique collective derrière la logique individuelle. Et le fait qu'il ait lieu au moment où le mouvement syndical est lui-même pas au mieux de sa forme, c'est un euphémisme, n'est évidemment pas anodin. Alors, en conclusion, je vais commencer par rappeler une évidence. Pour être sanctionné, une pratique discriminatoire doit être vue. Or, les pratiques antisyndicales sont le plus souvent cachées ou discrètes. Elles ne prennent plus véritablement une forme systématique et déclarée, comme ça pouvait être le cas il y a quelques décennies dans un certain nombre d'entreprises. Même si la discrimination et l'entrave cheminent souvent de concert, le fait que ces pratiques s'inscrivent dans l'ordinaire du travail, pour reprendre la formule de Nicolas Hasfeld, rend logiquement complexe son établissement formel. Enfin, si les situations de discrimination et de répression syndicale sont devenues effectivement moins acceptables aujourd'hui pour les pouvoirs publics, comme pour un certain nombre d'acteurs du monde du travail, toutes les formes de syndicalisme ne sont pour autant pas perçues comme également légitimes. L'affirmation d'une protection juridique et institutionnelle des syndicats s'accompagne d'une disqualification croissante des organisations les plus contestataires et d'un certain nombre de pratiques qu'elles mettent en œuvre. En ce sens, la thématique de la discrimination syndicale ne semble pas pouvoir être séparée de l'analyse des modalités légales ou légitimes de l'action syndicale en entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Trop souvent, on met l'accent sur la dimension spectaculaire, la dimension ouverte de la discrimination syndicale. Or, c'est pas là où ça se joue. Le plus souvent, effectivement, c'est une guerre beaucoup plus larvée, beaucoup plus implicite, moins connue. Et je pense que c'est là que ça se joue. On a l'impression, effectivement, que dans un certain nombre d'entreprises, cela prend davantage une forme de guerre d'usure, entre guillemets, une guerre de moyens également, parce que tout ça a un coût, et il y a une espèce d'épreuve très forte qui se joue là, mais au sens où les syndicalistes sont aussi éprouvés, entre guillemets, par ce qui se passe. Donc peut-être qu'il faut davantage mettre l'accent, mais c'est aussi plus compliqué pour les scientifiques, sur justement ces formes beaucoup plus cachées, beaucoup plus ordinaires de la discrimination syndicale. Et puis un mot pour répondre enfin c'est pas pour répondre, c'est à la personne qui est intervenue sur le plan européen là tout à l'heure. Lorsqu'on a coordonné ces deux numéros là, de Travail et Emploi, on a donc commencé par la situation française, puis par la situation internationale. Donc on a déjà nous-mêmes été pas mal éprouvés par ce qui se passait en France, mais comme on est passé à la situation internationale, là c'était vraiment le coup de bambou si on peut dire, parce qu'on a eu vraiment l'impression que, un petit peu en faisant le tour d'un tour d'horizon de ce qui pouvait exister ailleurs de par le monde, que l'Europe constituait un îlot, entre guillemets, de protection existante néanmoins de l'activité syndicale, alors qu'ailleurs, les choses étaient beaucoup plus graves. Je ne parle pas simplement des États-Unis. Et donc du coup, il faut aussi avoir ce panorama en tête, entre guillemets, cette dimension internationale, c'est-à-dire effectivement de voir qu'ailleurs, c'est pas discrimination dont on parle, c'est vraiment simplement de pouvoir exister en tant que syndicaliste, et c'est vraiment pas quelque chose d'aisé. Donc voilà, c'est pas pour refroidir l'atmosphère, entre guillemets, mais c'est effectivement prendre en compte effectivement la situation française, européenne, dans son contexte le plus global, et même au sein de l'Europe, ce qui se passe en Angleterre n'est pas forcément très réjouissant de ce côté-là non plus. Voilà, merci.